La vie comme elle va, Francesca Piolo, bonjour. Cette émission est réalisée comme d'habitude par Véronique Villa, à la technique Christian Thibaudeau, et aujourd'hui, effectivement, philosophie de la musique. Dans son journal de jeunesse, il a 19 ans, nous sommes en 1863, Frédéric Nietzsche note: j'ai joué pendant la première partie de l'année de nombreuses sonates de Beethoven, 12 symphonies de Haydn, la fantaisie de Schubert, et en janvier, j'ai composé un mélodrame dans un frais vallon. Nous sommes très loin des flèches empoisonnées, décochées plus tard à Wagner. L'appartenance à Wagner, cela se paie, dira-t-il encore, dans le cas Wagner, son livre. Et c'est Jean Lefranc, philosophe, maître de conférences à la Sorbonne, auteur d'ouvrages sur Kant, sur Schopenhauer, sur Nietzsche et sur Freud, qui nous initiera aujourd'hui, à travers les écrits de Schopenhauer, Wagner, Nietzsche, un des chapelets de philosophes, à cette philosophie de la musique. Et nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. De la musique, Jean Lefranc. Alors il faut un peu délimiter le sujet quand même. C'est pas toute l'histoire de la musique romantique au XIXe siècle dont vous allez nous parler, nous entretenir ici. Non, c'est-à-dire il y a au XIXe siècle, dès le début du XIXe siècle, il y a une rencontre assez remarquable entre la musique et la philosophie. Pour la musique prend un essor très particulier au XIXe siècle, et d'ailleurs, ce que nous appelons, nous, couramment musique classique, c'est en réalité la grande musique romantique, qui commence à Beethoven, finalement, n'est-ce pas? C'est, pour nous, c'est ça la grande musique, encore de nos jours, bien qu'en fait, elle soit non classique au sens où on périodise les périodes artistiques. Bon, et puis, c'est la musique, la grande musique, parce que aussi il y a tout un sorte de phénomène. C'est le moment, par exemple, où il y a le grand orchestre. Le grand orchestre se constitue au début du XIXe siècle et se développera jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? C'est aussi le moment où les virtuoses, les grands pianistes, les grands violonistes, etc., vont devenir des vedettes, vont prendre un essor extraordinaire, devenir des génies célèbres, n'est-ce pas? Alors qu'on connaît très mal, ou pas du tout, les violonistes sous Louis XIV. Et là, les grands virtuoses vont être les grands chefs d'orchestre. Et Wagner sera un grand chef d'orchestre. Et Wagner sera, Liszt aussi, mais Wagner, c'est presque définitif. Le grand chef d'orchestre pour nous, c'est Wagner qui est le premier, n'est-ce pas? Et en même temps, Jean Lefranc, il y a donc toute une pensée philosophique là, qui va reconnaître à l'art, aux artistes, un rôle éminent. Alors, il y a en même temps
Hein, pour des raisons qui seraient très difficiles à expliquer, il y a en même temps une efflorescence en Allemagne, et toujours en Allemagne, encore en Allemagne, n'est-ce pas, une efflorescence de la pensée philosophique qui est aussi extraordinaire. La première moitié, disons, du 19e siècle, même tout le siècle, n'est-ce pas, tout le 19e siècle en Allemagne est une des grandes périodes de l'histoire de la pensée de la philosophie, comparable à ce qui a été dans la Grèce antique, un siècle qui a connu à la fois Socrate, Platon, Aristote et bien d'autres, n'est-ce pas? Alors il y a une très grande période hellénique, et il y a ensuite au XIXe siècle, en Allemagne, une très grande période, à la suite d'un immense philosophe qui a fait cassure dans l'histoire de la pensée et qui s'appelait Emmanuel Kant. Oui. Alors à partir d'Emmanuel Kant, il y a eu en Allemagne une effloraison extraordinaire que les autres pays n'ont pas connue, il faut le dire, n'est-ce pas? Et il y a cette conjonction assez curieuse, n'est-ce pas, du développement musical et du développement philosophique dans un seul pays par des contemporains, n'est-ce pas? Ces gens-là sont contemporains, et par des contemporains, ça a duré surtout dans la première moitié du 19e, mais ça s'est prolongé, puisqu'en somme, l'Allemagne a dominé musicalement et philosophiquement pendant le 19e siècle. C'est pour ça que je crois qu'il est intéressant de choisir, parce qu'il faut faire un choix, bien entendu, mais de choisir des penseurs qui ont combiné les deux, en somme, n'est-ce pas, des penseurs qui sont d'abord des philosophes, comme Schopenhauer, n'est-ce pas? Wagner, qui est même d'abord musicien, n'est-ce pas, mais qui se veut philosophe, qui se veut penseur, qui écrit des livres, n'est-ce pas, et puis Nietzsche, dont, à ma foi, on peut se demander s'il était-il plutôt musicien, plutôt philosophe. En fait, vous savez, il aurait voulu, je crois, être musicien, et c'était pour lui l'échec de ses compositions musicales que nous connaissons, qui ne sont pas totalement négligeables, mais qui quand même ne sont pas des œuvres musicalement importantes. Et cet échec, vous venez de rappeler qu'il a composé, bien avant de faire de la philosophie, il a composé des œuvres musicales très jeunes. Oui, parce qu'on le voit, puis même il raconte quand il va aux cérémonies religieuses, cette espèce d'emphase de la musique qui le prend, il changera beaucoup. Bien avant d'avoir connu, j'ai écrit des choses, j'ai des phrases tout à fait, des développements très intéressants qui aiment Haydn, qui aiment Mozart, qui bien avant de connaître Wagner, bien avant, bien sûr, n'est-ce pas? Et donc, Beethoven, bien entendu, c'est un musicien d'abord, et il devra reconnaître que il n'est pas un musicien, n'est-ce pas? Il peut pas prétendre être un grand musicien. Excellent pianiste, Wagner aimait beaucoup l'entendre dans des improvisations. Dans cette pensée philosophique, Jean Lefranc, qui va reconnaître au XIXe siècle à l'art et aux artistes un rôle éminent, elle donne une place très particulière à la musique. C'est ça. Dans les arts. Alors ça, il y a un rôle joué par l'art, un rôle joué par les artistes, mais en particulier par les musiciens, et ça, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Parce que même un grand philosophe, Kant ne donne pas une importance particulière à la musique, il en parle, mais il n'accorde pas une importance particulière. Un autre très grand philosophe qui a eu l'influence jusqu'à nos jours, et qui a encore une très grande influence, qui est Hegel, le grand rationaliste, systématisateur des années 1820-1830, eh bien, n'accorde pas à la musique la place la plus éminente. Parce qu'il est le philosophe de la raison, il est le philosophe du logos, donc le philosophe du langage. Et pour lui, l'art suprême, c'est l'art de la parole. Donc c'est la poésie, si vous voulez, n'est-ce pas, au sens très large, la création littéraire. C'est pour lui ça, le grand art. La musique vient juste après, pour lui, mais enfin, elle vient tout de même après. Voilà. Alors, il va falloir attendre, dans le fond, la seconde moitié du XIXe siècle. Ce que vous dites, c'est à partir de 1852-53 que la philosophie de Schopenhauer, qui pourtant a été élaborée en 1818, mais qui est restée inconnue, va accéder à la notoriété.
Oui. Et alors là, on a Schopenhauer, on a Wagner qui découvre l'œuvre de Schopenhauer. Il y a ensuite un lien entre Wagner et Nietzsche, et puis une référence de Nietzsche à Schopenhauer. Entre ces trois-là, quelque chose s'est noué. Ça, voilà. Et pourtant, ils sont de générations très différentes. Très différentes. Schopenhauer, Schopenhauer est né en 1790, à la fin, un an avant la Révolution, n'est-ce pas? Mais il est mort seulement en 1860. Donc, il a pu connaître le succès de son œuvre vers les années 52, 53, par là. Bon, où il a vraiment été connu. Avant, il était vraiment inconnu. Or, Schopenhauer, c'est lui qui va dire que la musique est l'art suprême. Ouais. Et il va le dire dans la mesure où il dévalue, justement, où il tend à dévaluer, je vais un peu vite, mais enfin, où il tend à dévaluer la pensée purement rationnelle. Ouais. Voilà. La science suprême, qui était la métaphysique depuis le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Servant de la théologie, mais quand même science suprême, n'est-ce pas? Qui depuis le Moyen-Âge était la science suprême, elle est bousculée par la critique kantienne déjà, n'est-ce pas, non pas disparu, mais quand l'attaque sérieusement, la limite sérieusement. Et eh bien, Schopenhauer va lui opposer justement à l'art de la parole, à l'art du logos. Le logos n'est plus la notion suprême, n'est-ce pas? Ça va devenir le langage raison, n'est-ce pas, le verbe. Ça va devenir cette espèce d'intuition irrationnelle, n'est-ce pas, qui se développe dans la musique. Mais alors, lui, donc, en 1852-53, il accède à la notoriété. Richard Wagner, c'est déjà un musicien célèbre. Il découvre l'œuvre de Schopenhauer et il s'enthousiasme. Oui. Et il produit Tristan et Iseult, il produit la tétralogie. La première exécution, si mes souvenirs, si mes notes sont bonnes, c'est en 1857. N'est-ce pas? Voilà, c'est là qu'il achève à la fois le livret et le... Et quand il compose, il est, dites-vous, pénétré du pessimisme Schopenhauer. Oui, c'est-à-dire que Wagner a commencé par être, justement, je faisais allusion tout à l'heure à Hegel, a d'abord été un hegelien ou un néo-hegelien, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il avait une compréhension essentiellement historique des choses, n'est-ce pas? Et il a même été un moment révolutionnaire, n'est-ce pas? C'est un hegelien de gauche, ou même d'extrême gauche. Il a été un moment révolutionnaire, et il a donc découvert, optimiste si vous voulez, fondamentalement. Un révolutionnaire est optimiste, sinon il ne ferait pas ce qu'il fait. Bon, donc il est révolutionnaire, il est optimiste, et puis vers le milieu du siècle, d'abord toute révolution échoue, n'est-ce pas? Parce que celle de 48 était une révolution non seulement française mais européenne, n'est-ce pas? Or c'était l'échec partout, c'était la répression partout, n'est-ce pas? Et en France, ça ne sera pas tout de suite la répression, mais ensuite ça va être le Grand Empire quelques années plus tard. Donc c'est la répression partout, la révolution c'est un échec, et il découvre Schopenhauer. Schopenhauer devient le philosophe pessimiste dans lequel, n'est-ce pas, il va retrouver ses peines, en particulier sa nostalgie d'une religiosité. Ah oui. Ce genre qui va retrouver chez Schopenhauer. Et d'une façon paradoxale, quand même, faut que je le dise tout de suite, façon paradoxale parce que Schopenhauer n'est pas du tout religieux. Ah oui. C'est ça. Là, il va un peu utiliser Schopenhauer au service de sa nostalgie, de la rédemption par l'amour. C'est pas beau, ça. Qui ne sont pas dans Schopenhauer. Mais Schopenhauer, lui, il n'a jamais entendu la musique de Wagner. Seulement un livret qu'il n'a pas beaucoup apprécié. Écoutez, il a eu le livret de l'anneau des Ballerines. Il a eu le livret. Oui, ben là, il n'a pas apprécié pour bien des raisons. D'abord parce que ces histoires scandinaves, ça n'intéressait pas beaucoup. Il avait le goût classique. Oui. Il a 25 ans de plus. Oui, c'est ça. Il a le goût classique. Et en musique, partout, il a le goût classique. Il admirait énormément Beethoven, mais Beethoven n'est pas encore l'exemple même du romantisme. Vous voyez, n'est-ce pas? Il aime beaucoup Rossini. Et il y a une légèreté dans Rossini. Il adore Rossini. Lui-même était un peu musicien. Il jouait de la flûte. On dit qu'il reprenait les airs de Rossini, on dit à la flûte. C'est vrai ça? Oui, c'est ça. Il jouait des transcriptions de Rossini. Alors Nietzsche, lui, il a seulement 20 ans lorsqu'il va découvrir Schopenhauer. Et il va s'enthousiasmer aussi, hein.
Et alors, il a 25 ans lorsque, jeune professeur à Bâle, il rencontre Wagner et puis Cosima. Oui, c'est ça. Oui, il est jeune professeur à Bâle dans des conditions extraordinaires. À 24 ans, il est professeur titulaire à l'université de Bâle, qui était quand même une grande université, et il n'a même pas fait de thèse. C'est extravagant. Il était considéré comme un génie de la philologie classique, oui. N'est-ce pas, de l'histoire antique, et pas tellement l'histoire, la philologie, l'établissement des textes, la critique de la langue, n'est-ce pas, c'est un philologue, auprès élève d'un certain Ritschl, qui était à ce moment-là très célèbre, qui je crois d'ailleurs était un des fondateurs de la philologie actuelle, et là, en face de alors, il rencontre Wagner, n'est-ce pas, grande amitié, et puis qui à ce moment-là il s'est marié en seconde noce avec Cosima Wagner, qui est la fille de Liszt, n'est-ce pas, oui, quel milieu musical extraordinaire, n'est-ce pas, et qui a été la première femme de Hans von Bülow, qui était un très grand chef d'orchestre, et justement un de ceux dont je disais tout à l'heure, qui ont vraiment établi la fonction même de chef d'orchestre. Alors Wagner va publier son Beethoven en 1870, Nietzsche, sa naissance de la tragédie en 71. Ils se connaissent à ce moment-là. Ils se connaissent parce que Wagner est un maître illustre, mais il a 31 ans lui de plus déjà que Nietzsche, qui est tout à fait inconnu à ce moment-là. Totalement. Donc amitié très vive, mais difficile, complexe, rupture en 78. C'est ça. Rupture, et puis Wagner va mourir en 1883, et 5 ans plus tard, Nietzsche, dans sa dernière année de vie consciente, publie le cas Wagner. Il renonce à ses amours, là. Oui. On en parlera tout à l'heure, mais c'est féroce. En fait, il était séparé de Wagner déjà depuis beaucoup plus longtemps. En fait, depuis 76, il n'allait plus à Bayreuth, et il ne voulait plus participer aux cérémonies wagnériennes. Il s'était détaché. Et même quand il écrit un livre inactuel sur Wagner, qui est en son honneur, mais si on lit bien, il y a déjà... C'est-à-dire que Wagner l'a considéré un peu, vous vous rappelez la différence d'âge, comme un jeune disciple qui l'encourageait. Voilà, n'est-ce pas, vraiment le jeune disciple, bon, le jeune ami qu'on admire de certaine manière. C'est un très bon pianiste, c'est un bon philologue, c'est un philosophe, mais comme il n'y a quand même pas beaucoup de considération, n'est-ce pas. Il pense qu'il doit être à son service. D'ailleurs, Wagner pensait que tout le monde était à son service. Et Nietzsche dira plus tard, Bayreuth, cela rime avec établissement hydrothérapique pour fou furieux. Il va pas le ménager, on reverra tout ça, puisqu'on va s'attarder sur ces trois-là pour essayer de comprendre, Jean Lefranc, la philosophie de la musique. C'est ça, voilà.
contraste entre notre commencement et notre fin. Celui-là est caractérisé par les illusions du désir et les transports de la volupté, celle-ci par la destruction de nos organes et l'odeur cadavérique. La route qui les sépare, quant au bien-être et à la joie de vivre, va toujours en pente descendante. L'enfance au rêve heureux, la joyeuse jeunesse, l'âge mûr laborieux, la vieillesse infirme et souvent lamentable, les tortures de la dernière maladie et enfin le combat de la mort. Voilà pour Schopenhauer. Jean Lefranc, alors ce qu'on appelle le pessimisme métaphysique de Schopenhauer. Et on pourrait citer les réflexions de Voltaire, il pourrait les faire siennes dans le fond. Oui. Je ne sais autre chose que de me résigner et dire que les mouches sont nées pour être mangées par les araignées et les hommes pour être dévorés par le chagrin. Exactement ça. D'ailleurs, Schopenhauer citait plusieurs fois cette phrase de Voltaire. Il était très voltairien. Très voltairien, ça veut dire que il était même plus que voltairien parce qu'il était parfaitement athée. Alors que Voltaire, c'est plus nuancé. Il est prêt à admettre une divinité, mais assez lointaine, mais qui n'intervient guère dans le cours de la vie des hommes. Mais Schopenhauer est violemment athée, violemment non religieux. Donc son pessimisme métaphysique repose sur l'athéisme. C'est ça, absolument, voilà, absolument, c'est lié. Le monde n'a pas été créé dans un dessein, selon une providence, n'est-ce pas? Ce monde est en son fond absurde. C'est une poussée de vouloir vivre, c'est une poussée de la volonté. C'est le plus mauvais des mondes possibles. C'est ça, voilà. Oui, parce que s'il était un petit peu plus désordonné, il s'effondrerait dans le néant. Il n'existerait tout simplement pas. Il a tout juste assez de cohésion, assez de cohérence pour exister. Voilà, il le dit, il le répétera. Bon, alors c'est un choix contre l'optimisme du XVIIIe siècle, oui. Contre l'optimisme en particulier de Leibniz, le célèbre, dont s'est tellement moqué Voltaire, précisément. Ouais, c'est le meilleur des mondes possibles. C'est ça, voilà. Alors c'est le plus mauvais possible, n'est-ce pas? Le plus mauvais pour qu'il puisse encore se maintenir. Cosmologie du moindre être. Voilà. Bon. Alors nous vivons constamment dans l'attente du mieux, et c'est là, en règle générale, le cours de la vie de l'homme. Dupé par l'espérance, il danse dans les bras de la mort. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas d'espérance possible pour Schopenhauer. Non, tout ça, c'est voilà. Alors il y a ce pessimisme schopenhauerien, n'est-ce pas, suppose qu'il n'y ait aucune religiosité possible, n'est-ce pas? Alors là, il est vraiment l'héritier je dirais même du matérialisme du XVIIIe siècle, bien qu'il ne soit pas matérialiste lui-même, n'est-ce pas? Métaphysiquement, il est l'héritier. Et lorsqu'il parle de l'Inde, parce que il voit dans l'Inde, dans le pessimisme profond du bouddhisme, n'est-ce pas, qu'il interprète, c'est l'Inde vue par Schopenhauer. Je sais que mes collègues qui étudient la pensée de l'Inde ne sont pas entièrement d'accord sur les affinités de la pensée de Schopenhauer avec le bouddhisme. Oui, mais sur le fait que la pensée réelle du bouddhisme soit cette espèce d'aspiration au néant. Mais est-ce que le nirvana, c'est le néant, n'est-ce pas? D'ailleurs, Chopin lui-même s'en doutait. Mais il faut dire que il a contribué, c'est important, historiquement, il a contribué à faire connaître la pensée hindoue. Voilà, n'est-ce pas, qui était à ce moment-là extrêmement mal connu, et même s'il s'est trompé sur son interprétation, il a joué un rôle en ce sens. Et c'est cette absence totale de religiosité que d'ailleurs va reprendre Nietzsche plus tard, je dis tout de suite, n'est-ce pas? Nietzsche aussi sera athée, violemment. Nietzsche aussi interprétera la culture de l'Inde la pensée de l'Inde comme un athéisme, et comme un nihilisme, n'est-ce pas? Le monde est né d'un trouble inexplicable. C'est ça, voilà. Sur ce point, Nietzsche le suivra. Alors que Wagner, je dis ça tout de suite pour situer un peu les choses, alors que Wagner, lui, va conserver cette aspiration religieuse, cette aspiration au salut, cette aspiration à la rédemption, n'est-ce pas, qui était dans sa pensée première. Mais là, c'était optimiste, là, ça ne l'est plus. Mais il va conserver cette aspiration religieuse, cette rédemption, par l'amour en particulier, n'est-ce pas, qui fait ricaner Schopenhauer. Schopenhauer a écrit tout un chapitre sur l'amour. Alors là, il est vraiment l'ancêtre il est féroce avec les femmes, de la psychanalyse, parce qu'il vous explique très exactement, n'est-ce pas, c'est l'amour, c'est la sexualité, c'est rien d'autre. N'est-ce pas? C'est rien d'autre, alors lui, il dit c'est un instinct, évidemment, la psychanalyse ne le dirait pas, mais enfin, c'est un instinct pour maintenir la vie, c'est un instinct de reproduction, et puis c'est tout.
Donc la rédemption par l'amour, ça le ferait rire. Et alors, donc toute notre énergie, c'est de lutter contre la menace de destruction. Exactement. Et la religion, donc c'est le mal nécessaire, dit-il, dans notre pitoyable faiblesse intellectuelle, pour essayer de saisir la vérité, pour avoir un succès d'année, quoi. Voilà. Alors il y a évidemment c'est un peu ce que disait Voltaire, n'est-ce pas? La religion, c'est pour les masses, finalement. Alors là, Voltaire le disait pas aussi brutalement, mais Chopin le dit brutalement, n'est-ce pas? Les peuples ont besoin de la religion, n'est-ce pas? Ça les console, mais l'homme qui a atteint un certain niveau intellectuel remplace la religion par la philosophie pessimiste, n'est-ce pas? Et c'est comme ça aussi qu'il interprète l'Inde. Il y a une philosophie implicite de l'Inde, et il pense que c'est lui qui révèle le pessimisme profond des philosophies de l'Inde, et il est d'un antichristianisme, alors radical, n'est-ce pas? Absolument radical. En même temps, il dit que l'esprit hindou peut se retrouver partout, par exemple, entre Sakyamuni et François d'Assise, il y a des affinités. Bien sûr. Oui. On peut retrouver, oui, ça, là, il y a ce curieux, mais même mieux. D'ailleurs, il n'y a pas que lui, n'est-ce pas? Plus ou moins son influence, il y a toute une période au début du XXe siècle où on interprétait le Christ, Jésus, comme une sorte de Bouddha. N'est-ce pas? Qui aurait été lui-même profondément pessimiste. Alors là, le bouddhisme, mais ils n'ont pas été les seuls, hein, ils n'ont pas été les seuls. Nietzsche a repris ça, n'est-ce pas? Le bouddhisme de Jésus, n'est-ce pas? C'est très curieux. Mais alors Schopenhauer, s'il ne croit pas à la religion, s'il ne croit pas vraiment à une sorte de confiance de l'humanité, est-ce qu'il croit au moins à l'histoire? Ah non. Mais l'histoire... Il pourrait suivre Hegel, il pourrait... Saint-Père, Adam, elle est toujours, n'est-ce pas? C'est toujours la même chose. On reprend toujours les mêmes scénarios. Non, les pessimistes historiques complets, n'est-ce pas? Non, les philosophes de l'histoire, c'est les gens qui se figurent, qui se mettent à la place du bon Dieu, et se mettent à la place du bon Dieu, ils regardent, n'est-ce pas, l'histoire de l'humanité de loin, comme ça. Mais non, hein, l'histoire est toujours la même. Ils croient, c'est très curieux, ils croient à un progrès scientifique. Et il croit, ça est difficile d'ailleurs peut-être de le nier, n'est-ce pas? Ça il croit à un progrès purement intellectuel, mais mis au service de passions. Et elles sont toujours les mêmes, n'est-ce pas? S'ils connaissaient de notre époque, ils pourraient reprendre des quantités d'exemples, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, l'énergie atomique, c'est beaucoup mieux que l'énergie du cheval de trait, mais regardez ce qu'on en fait, n'est-ce pas? Et l'homme en fait toujours, l'homme s'en sert toujours mal, hein, et ça ne changera jamais. Et pour lui, donc, il y a un mensonge des philosophies de l'histoire. Hein, elle donne une signification absolue à des fins qui sont tout à fait temporelles. Exactement, d'où sa haine, on peut pas dire autrement, sa haine contre son contemporain, ou quasi-contemporain, Hegel, n'est-ce pas, extravagante même, n'est-ce pas, il le voit, mais c'est très curieux, parce que c'était un optimiste qui pensait que l'histoire progressait, enfin voilà, n'est-ce pas, et aussi, bien sûr, des socialistes qui reprennent cette même dialectique, Marx en particulier, n'est-ce pas? Voilà, tous ces gens-là, n'est-ce pas, sont avec une conception du temps particulière à Schopenhauer, une sorte de continuum du temps, hein, une image du cercle. Oui, du cercle. Donc effectivement, on est loin de la dialectique. Oui. Ça reprendra Nietzsche. Oui, cette espèce de, c'est comme une espèce de, il parle, n'est-ce pas, de ce cylindre qu'on met sur les scènes de théâtre. Maintenant, ça ne fait plus ça, parce qu'on a d'autres procédés cinématographiques pour faire le mouvement des vagues, vous savez, des choses comme ça. Alors, il y avait un cylindre qui tournait sur la scène, n'est-ce pas? Elle a dit, c'est ça, on reprend sans arrêt les mêmes choses. C'est comme un kaléidoscope, vous savez, des quantités de points lumineux, on se coupe, puis ça prend des dispositions différentes, mais au fond, c'est toujours la même chose. Elle est toujours différente, mais c'est toujours la même chose. Voilà pour le pessimisme. What you play ta-dum, ta-dum, but it should be pa-pum, pa-pum. Your 30 second is like to play it like with a line. No line. Pa-pum, pa-pum. Give me the forte bar. First one. Pa-pum, pa-pum. Now, the forte bar.
let's have it once. That's matters once more. Give me this Forte-bar. One before you come in with the piano. Une symphonie de Beethoven nous montre la plus grande confusion qui trouve son fondement dans l'ordre le plus parfait. Le combat le plus impétueux qui, l'instant d'après, se résout dans la plus belle harmonie. C'est la concorde discordante des choses, une image parfaite de l'être du monde qui roule dans la confusion inimaginable de formes innombrables et se maintient à travers une perpétuelle destruction. En même temps, toutes les passions, les affections humaines parlent dans cette symphonie. La joie, la tristesse, l'amour, la haine, la crainte, l'espoir, et dans d'innombrables nuances, mais toujours en quelque sorte in abstracto, sans aucune particularité. C'est simplement une forme, sans contenu, comme un monde composé seulement d'esprit sans matière. Sans doute avons-nous tendance, en les entendant, à leur donner une réalité, à les incarner dans l'imagination, à y voir toutes sortes de scènes de la nature et de la vie. Pourtant, en définitive, nous n'avançons pas dans la compréhension ni la jouissance de la musique en lui ajoutant un élément étranger et arbitraire. Il est bien préférable de la saisir dans sa pureté et son immédiateté. Schopenhauer. Le monde comme volonté. They play play this only cello and bass. Only cello and bass this. You keep together. Once more, just the same. Jean Lefranc, alors à partir de ce pessimisme de Schopenhauer terrible, énorme, comment est-ce qu'on va aborder l'esthétique de Schopenhauer? Oh, écoutez, c'est très simple. À partir du moment où la philosophie, dans son noyau, proprement dit, sa métaphysique, ne peut plus accéder qu'à la superficie des choses, c'est-à-dire aux phénomènes, etc., à partir de ce moment-là, ce n'est plus la raison, c'est l'intuition artistique, c'est la science, c'est la vision artistique, n'est-ce pas, qui va se substituer et qui va prendre justement la première importance philosophique. L'art nous révèle le fond des choses. Voilà, le fond, vraiment le fond, et pas seulement ces phénomènes, pour reprendre le mot technique, et pas seulement ces phénomènes qui sont à leur superficie que connaît la science, que l'on connaît par la raison, que l'on connaît par le concept, par l'intelligence, que l'on manipule, n'est-ce pas, techniquement. Mais ce qu'il y a au fond de tout ça, ce qui est derrière tout ça, ce qui peut vraiment, l'aspiration peut vraiment nous satisfaire, ce qui atteint, pas un absolu, mais tout au moins, n'est-ce pas, une réalité plus essentielle, eh bien, ça, c'est l'art qui va le faire, n'est-ce pas? Donc, l'art prend le relais de la philosophie, tout au moins de la métaphysique, n'est-ce pas? C'est l'art qui devient métaphysicien, c'est l'artiste qui devient métaphysicien, n'est-ce pas? Et vous dites peu importe en définitive que l'objet contemplé soit naturel ou fait de main d'homme, qu'il s'agisse d'un coucher de soleil sur la mer, des pyramides d'Égypte ou des fresques de Michel-Ange, qu'il s'agisse même d'une simple scène de cabaret, comme les aimaient les peintres hollandais, il suffit que notre regard se pose librement sur lui et que notre perception, dégagée de tout souci, le laisse librement être ce qu'il est dans son être. Voilà, le pur sujet, le pur objet pour un pur sujet. Ça, c'est une expression qu'il utilise plusieurs fois. Nous sommes débarrassés, au fond, si vous voulez. Toute notre connaissance rationnelle est en son fond technique, si je puis dire utilitaire. Oui. Elle est au service de nos désirs immédiats, etc. Bon, ce qui semble en effet n'a pas été démenti depuis Schopenhauer. Or, l'art nous met dans une attitude de pure contemplation. N'est-ce pas? Le paysage que nous contemplons artistement, que nous voyons beau, ce paysage est un pur paysage. Ce n'est pas un endroit où on va construire une autoroute. Ce n'est pas un endroit où on va faire l'électricité avec des éoliennes. N'est-ce pas? C'est pas ça. C'est un pur paysage, c'est un pur objet. Et moi-même, je me transforme en pur sujet. Je n'ai plus ces préoccupations utilitaires, n'est-ce pas? Je suis purement contemplatif.
L'esthétique de Schopenhauer est une esthétique de la contemplation, n'est-ce pas, purement contemplatif. Alors visuel pour la plupart des arts, pour la peinture, la sculpture, l'architecture, les jardins, etc. N'est-ce pas? Il nous développe tout ça et on nous révèle ce qu'est vraiment les choses. Vous avez lu, n'est-ce pas, vous-même, que c'était vrai de tous les spectacles. Tout spectacle peut devenir un pur spectacle. Voilà, vous voyez, il va plus loin encore pour la musique. Comme la musique, voilà. Elle va plus loin. C'est non plus une image, Ce n'est plus une image. Ailleurs, nous n'avons en somme qu'un art d'image, n'est-ce pas? Et ce n'est plus une image, c'est un langage. Voilà, n'est-ce pas? La musique nous parle. Elle nous parle sans concept. Elle nous parle sans rationalité, n'est-ce pas? Mais elle nous parle de la nature profonde des choses, c'est-à-dire de cette volonté obscure, cette volonté absurde. Mais enfin, moi, absurde me gêne un peu parce qu'il a été réutilisé à notre époque dans d'autres sens, n'est-ce pas? Elle nous parle de ce que sont les choses au fond d'elles-mêmes, absolument, n'est-ce pas? Et là, sur la musique donc n'est pas un art, n'est-ce pas, comme les autres. Il l'a prise directement sur le vouloir même, dans ce qu'il a de plus profond. Le vouloir en quelque sorte s'objective dans un spectacle que nous révèle, dans des idées, dit-il, quasi platoniciennes, mais ça c'est peut-être un peu technique, et alors que on est en prise directe. Vous remarquerez dans le texte qui vient d'être lu, n'est-ce pas, qui est un texte de texte Schopenhauer qui vient d'être lu, ce qui est remarquable, c'est qu'il dit, n'est-ce pas, ceci, un monde composé seulement d'esprit sans matière, nous avons tendance à leur donner une réalité, à les incarner dans l'imagination. Et non, la musique, on n'imagine pas. Et alors là, elle a une particularité qui va l'opposer à la fois à Schopenhauer et à Nietzsche, n'est-ce pas? Il est sur ce point un peu isolé. À Wagner et à Nietzsche. À Wagner et à Nietzsche, oui. Schopenhauer va nous dire que la musique, la vraie musique, c'est celle qui n'évoque rien. Oui. C'est pas, alors il est tout à fait contre la musique imitative, par exemple. C'est pas question d'imiter quoi que ce soit. Par exemple, il est même contre l'opéra, qui est une trouvaille anti-musicale. Par principe. Ouais. Il est contre l'opéra, par principe, parce que l'opéra prétend, et il nous dit, Rossini c'est magnifique, parce que Rossini s'est jamais préoccupé du livret. C'est un peu vrai d'ailleurs. Rossini fait de la musique sans s'occuper du tout de ce que les paroles veulent dire. Ça l'occupe pas du tout. Et c'est comme ça que c'est bien, n'est-ce pas? La musique a par elle-même une signification parlée, en somme, non pas imagée. Et alors, voyez, il dit, nous avons tendance à donner une réalité, à les incarner dans l'imagination, à y voir toutes sortes de scènes de la nature et de la vie. Par exemple, la symphonie pastorale de Beethoven, mais ils trouvent ça désastreux. Enfin, il faut pas l'entendre en cherchant à y mettre des scènes paysannes, des choses de ce genre. On manque tout. Et dans le passage, il est vraiment très remarquable ce passage, parce que il dit bien, n'est-ce pas? Il faut la saisir dans sa pureté, son immédiateté. C'est une forme sans contenu. Voilà, n'est-ce pas? C'est un plaisir des formes, des forces, c'est-à-dire du vouloir, de cette multiplicité de tendances, de pulsions, de vouloir, n'est-ce pas? Toutes les affections qui nous parlent, mais elles nous parlent, elles sont pas imagées. Voilà. L'œuvre d'art n'a d'autre vérité que l'intuition dont elle est née. Oui. Voilà, c'est ça. Et je voudrais vous poser deux questions, Jean Lefranc, à propos de Schopenhauer et de la musique. Est-ce que, pour nos souffrances, puisque nous sommes des êtres de souffrance pour Schopenhauer, la musique est une panacée? Oui, en ce sens qu'elle nous met dans un état purement contemplatif. Elle nous transforme, comme il a dit, en pur sujet. C'est-à-dire, on est là, n'est-ce pas? Tout est suspendu. Donc, la souffrance aussi, d'une certaine manière. Par là, la musique est une sorte de remède, puisqu'elle nous arrache en quelque sorte au malheur du monde. Vivre, c'est souffrir, n'est-ce pas? Et comme nous sommes une pure oreille,
C'est ça qu'il faudrait dire, pur esprit, une pure oreille. Nous ne sommes plus qu'une oreille, et à ce moment-là, nous échappons aux souffrances, relativement, n'est-ce pas? Au moins pour le temps où nous contemplons. C'est une contemplation auditive, bien sûr, mais c'est une contemplation. Voilà. Vive la musique de Rossini qui parle sans parole. Voilà, c'est ça. Alors, autre question que je voulais vous poser. Nietzsche dit, l'art nous est donné pour nous empêcher de mourir la vérité. Est-ce que Schopenhauer pourrait dire la même chose? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que pour lui, ce serait plutôt l'inverse, n'est-ce pas? La musique nous révèle cette vérité profonde, n'est-ce pas, des choses, nous révèle cette volonté universelle, cette volonté métaphysique, cette volonté en soi qui gouverne toute chose, qui est au fond de toute chose. Mais elle nous permet non pas de la dominer, on ne peut pas la dominer, mais elle nous permet devant elle de la projeter devant nous comme un pur spectacle, voilà, donc de nous en détacher. Elle est ontologique. Voilà, c'est ça. Elle parle de l'être, c'est ça. C'est l'être même des choses qui nous apparaît. Ah non, alors là, pas du tout. La musique ne cache pas la vérité. Mais, vous savez, je sais pas si j'entends y revenir, cette formule, la musique nous permet d'échapper à la vérité, n'est-ce pas? De ne pas mourir de la vérité. Oui. C'est parce qu'il s'agit d'une vérité, c'est le rationalisme, n'est-ce pas? Voilà, oui. qui est visé. C'est la vérité rationnelle. Hein, c'est pas, ce n'est peut-être pas la vérité métaphysique, auquel d'ailleurs Nietzsche ne croit pas, mais Nietzsche dit ça parce qu'il donne au mot vérité un sens purement rationaliste, si vous voulez, n'est-ce pas? Alors, le rationalisme, d'aucune façon, est hors de la vie, n'est-ce pas? Il ne peut donc pas rien nous dire de la vie, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il dit que l'art nous sauve de la vérité, n'est-ce pas? Permet de supporter la vérité. On peut l'entendre 300 000 fois, cette ouverture du Tristan, hein, Jean Lefranc, on a toujours le cœur attrapé, bouleversé. Hein. Je me demande vraiment
ce qu'aurait dit Schopenhauer s'il l'avait entendu. Ça, on peut se le demander. Quand il dit la musique est aussi réelle que le monde visible, elle est la joie, elle est la souffrance, on le trouve vraiment là. Vraiment, il aurait pu apprécier. C'est difficile de le savoir. Il a bien apprécié la Norma de Bellini. Oui, mais alors il trouve que la voix humaine trouble l'harmonie. Oui, c'est étrange. Parce que on introduit du logos, du rationnel, on introduit du conceptuel, n'est-ce pas, voilà. Et l'image est trop superficielle par rapport à la profondeur du sentiment, et ce qu'il a dit lui-même, l'amour, la haine, la crainte, l'espoir, la joie, la tristesse, avec leurs innombrables nuances, n'est-ce pas? Mais, dit-il, sans aucune particularité. Voilà. Or, c'est l'image qui particularise, c'est le langage, c'est le concept, c'est le livret qui particularise, n'est-ce pas? Voilà. Je crois qu'il aurait admiré cette musique, il est très capable de l'admirer, mais il n'aurait pas aimé le livret. Voilà, n'est-ce pas? Il n'aurait pas aimé qu'on mette des paroles là-dessus, si vous voulez, n'est-ce pas? Enfin, là, c'est l'ouverture, bien sûr. Puisqu'on est sur ce Tristan de Wagner, je voudrais lire ça. À Venise, une nuit sans sommeil, je me mis à mon balcon au-dessus du grand canal. La cité féerique des lagunes s'étendait dans l'ombre devant moi comme un rêve profond. Alors, dans le grand silence, s'éleva, puissant, l'appel plaintif et rauque d'un gondolier qui, sur sa barque, venait de s'éveiller. Plusieurs fois encore, il le lança dans la nuit, jusqu'à ce que, de bien loin, le long du canal nocturne, le même appel lui répondit. Je reconnus la vieille phrase mélodique, si lourde de tristesse, sur laquelle déjà le Tasse avait écrit les vers connus, mais qui datent sûrement d'aussi loin que les canaux et la population de Venise. Après des pauses solennelles, ce dialogue aux résonances espacées s'anima enfin et parut se fondre à l'unisson jusqu'à ce que tout écho proche ou lointain s'éteignît doucement, laissant régner à nouveau le sommeil. Quelle révélation pouvait m'apporter pendant le jour la Venise grouillante et bigarrée, rayonnante sous le soleil, que n'eussent immédiatement projeté en ma conscience et avec infiniment plus de profondeur les résonances de ce rêve nocturne. Puis après, il parle du canton d'Uri où il se promène et il entend les bergers qui s'appellent. Alors chez Wagner, la voix, c'est pas comme chez Schopenhauer, mais qu'est-ce qu'il va trouver Wagner dans Schopenhauer? Il va trouver une explication, un approfondissement métaphysique de son propre pessimisme. Oui. Il va trouver une explication métaphysique et surtout, ce qu'il va trouver, c'est d'une part l'exaltation de la musique. Qui, je vois, est quand même le premier philosophe qui met la musique au premier rang. En premier rang des arts, n'est-ce pas? Et comme ayant l'équivalent d'une révélation religieuse, qui n'est pas une révélation religieuse du tout, mais qui est l'équivalent d'une révélation, disons, métaphysique, pour ne pas employer le mot religieux. Alors ça, Wagner, évidemment, pour lui, c'est ce qu'il cherchait, d'une certaine manière. Il cherchait une pensée comme cela, qui mette la musique au tout premier plan, n'est-ce pas? Alors, sur ce point, n'est-ce pas, mais ce qui apparaît tout de suite, n'est-ce pas, c'est qu'il va lui donner, il va y associer immédiatement des images, précisément. Des images et un langage. Alors c'est tout à fait, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, parce que là c'est tout à fait, ce n'est plus du tout Schopenhauer. Il va vouloir faire, selon un ouvrage qu'il avait publié avant de connaître Schopenhauer, il veut vouloir faire l'œuvre d'art totale. L'œuvre totale qui, sous la direction de la musique, mais tout de même synthétise en quelque sorte tous les arts. Et tout le travail de Wagner va aller dans ce sens, jusqu'à construire le fameux, qui existe toujours, n'est-ce pas, le fameux palais du festival de Bayreuth. Et alors là, il y a l'architecture, le palais lui-même, d'ailleurs pas un chef-d'œuvre, mais enfin ça, bon, l'architecture, il y a la peinture, les décors, n'est-ce pas? Il y a l'art du théâtre, il y a, car il a été très attentif à ce que les chanteurs jouent, effectivement, n'est-ce pas? Ce qu'il ne faisait guère. Bon, pas encore maintenant d'ailleurs. Enfin, il va être c'est une sorte de cérémonie sacrée, la représentation. Voilà. Et oui, et c'est ça l'important. C'est qu'il va ajouter une signification religieuse qui n'est pas du tout dans Schopenhauer. Voilà, n'est-ce pas? Pas seulement métaphysique, mais religieuse. Ça vient une cérémonie. Et non seulement une cérémonie religieuse, mais un événement historique. Parce que c'est toute une nation
qui se rassemblent autour de cela. Et là, c'est une des choses d'ailleurs que Nietzsche va lui reprocher, n'est-ce pas? C'est le nationalisme de Schopenhauer, de Wagner. C'est son Bayreuth, en somme, oui. C'est la cérémonie à la fois religieuse et nationale. C'est très confus, finalement, n'est-ce pas? C'est cette confusion. Il y a tous les arts sous la direction de la musique, n'est-ce pas? Et sous la baguette du maître, Richard Wagner. Il faut voir ça, n'est-ce pas? Le grand officiant. Il est le prophète, n'est-ce pas? Et puis, c'est toute la nation allemande. C'est tout le passé germanique. C'est toute avec l'exaltation de la volonté. Oui, oui. Alors, avec l'exaltation, alors, voyez quel sens ça prend, qui n'est plus du tout celui de Schopenhauer. Et il compare l'état d'esprit du musicien et du saint. Il dit, bon, voilà. C'est le plus proche. Il dit, bon, sauf que chez le saint, la joie est constante, sans nuage. Tandis que la clairvoyance extatique du musicien alterne avec des retours à la conscience individuelle qui le meurtrissent, et son enthousiasme l'avait élevé très haut, alors il est encore plus meurtri, etc. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Oui. C'est tout à fait autre chose, et c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur dans Wagner. C'est ça qui va amener à cette espèce de culte germanique, en somme, du héros. Le saint laisse place au héros, n'est-ce pas? C'est Siegfried, etc. Puis surtout, ça sera Parsifal. Alors là, Parsifal, les commentateurs, d'ailleurs, ne savent pas du tout, d'ailleurs, de quelle religion il s'agit. Est-ce une religion de la musique? C'est une sorte d'hindouisme? Alors là, cette fois-ci, plus du tout interprété et traduit par Schopenhauer, mais un hindouisme mystique vague, n'est-ce pas? On se perd dans une volonté universelle, un vouloir universel, une espèce de panthéisme, n'est-ce pas? Et puis nationaliste, finalement, c'est la germanité des Nibelungen, etc. C'est tout cela. On est très loin de Schopenhauer. Très loin. C'est une autre conception. Qui était individualiste, qui détestait l'Allemagne, n'est-ce pas? Qui disait, je me serais content, n'est-ce pas? Je me serais content de ne pas avoir à m'occuper de l'avenir de l'Allemagne, n'est-ce pas? Schopenhauer ne lisait les livres qu'en français, n'est-ce pas? Mais les livres allemands, il les lisait en français, puisqu'on était beaucoup mieux en français, parce qu'il était tout à fait polyglotte, n'est-ce pas? Schopenhauer avait une culture, vraiment une culture européenne. Alors lui, s'il y a un Européen, c'est bien Schopenhauer, n'est-ce pas? Tandis que Wagner est évidemment profondément allemand. Wagner a dit des choses atroces sur Paris, sur la France, etc., n'est-ce pas? Donc, Wagner, dans son Beethoven, il dit que notre conscience, eh bien, elle a quand même deux versants. La conscience du moi propre, qui est la volonté, et puis la conscience des autres choses, elle est d'abord la connaissance contemplative du monde. Il y a cette tentative, quand même, on sent l'influence quand même, de Schopenhauer. Mais je crois qu'elle va quand même, me semble-t-il, elle va tendre à diminuer. Entre justement Tristan, qui est peut-être l'opéra le plus Schopenhauerien, voyez-vous, et puis Parsifal, qui est le moins, n'est-ce pas, qui rétablit une sorte de religiosité vague, n'est-ce pas, tout à fait contraire. Donc je crois que vous avez tout à fait raison, mais est-ce qu'il fait vraiment la synthèse? Je me le demande, n'est-ce pas? Parce que chez lui, le vouloir est quand même toujours positif. Voilà, il n'est pas, Schopenhauer veut l'abolir dans une pure contemplation, et lui, il l'exalte. Alors évidemment, il l'exalte et en même temps, la phrase que vous citez indique qu'il maintient l'espoir, mais c'est une volonté universelle. Schopenhauer n'a jamais dit qu'il fallait que la volonté particulière s'évanouisse dans l'universel, il n'a jamais dit ça. Donc c'est quand même, il y a une distorsion assez grande, n'est-ce pas? Could I hear a little more of the It is too long, the short staccato. May I have it once more? Is the letter here? Oh, Mr. Bloch, play it once more. Let's have letter B once more. Just letter B. Yeah. Very piano cello. It's a very difficult movement, one of the most difficult of Beethoven.
De là, l'effet fondamentalement différent produit par la musique et la peinture. Ici, le plus profond apaisement, là, l'exaltation la plus élevée de la volonté. Mais cela ne veut rien dire d'autre sinon qu'ici, dans l'individu comme tel, la volonté est pensée prisonnière de l'illusion de sa différence avec l'être des choses extérieures. Et cette volonté ne peut dépasser ses limites que par une intuition pure, désintéressée des objets. Au contraire, chez le musicien, la volonté a aussitôt le sentiment d'une unité au-delà des limites de l'individualité. Car l'oreille lui ouvre une porte par laquelle le monde pénètre en force jusqu'à la volonté et réciproquement. Cette formidable submersion des limites du phénomène provoque nécessairement chez un musicien inspiré un ravissement à nul autre comparable. Alors, la volonté se reconnaît comme volonté universelle toute puissante. Elle n'a pas à rester silencieuse, en suspens devant l'intuition, mais à se proclamer hautement comme l'idée consciente du monde. Wagner, Beethoven. Jean Lefranc, on entend là ce mot d'inspiration. Oui. Hein? Voilà. C'est pas la même inspiration Schopenhauer et Wagner. La volonté se reconnaît toute puissante, n'est-ce pas? Elle n'est pas silencieuse, elle proclame hautement comme l'idée consciente du monde. Alors là, pour Schopenhauer, c'est un contresens complet. La musique, justement, pas du tout une idée. Pas du tout, justement, ni une image, ni un tableau, ni rien de tout ça, n'est-ce pas? Elle est vraiment, n'est-ce pas? Alors là, c'est une exaltation de la volonté, et d'une volonté, vous voyez, j'ai remarqué la différence individuelle et collective, ce qui n'est pas du tout dans Schopenhauer, n'est-ce pas? C'est l'individu qui se sauve dans une espèce de sainteté en rejoignant de façon panthéiste le monde avec une majuscule, la nature avec une majuscule, n'est-ce pas? Et qu'on retrouve dans certains des opéras de Wagner, n'est-ce pas? Très nettement. C'est cette inspiration panthéiste. Alors là, c'est complètement... Il y a un détournement, si je puis dire, n'est-ce pas? Le vocabulaire semble, au point de départ, l'opposition peinture-musique est très schopenhauerienne, n'est-ce pas? Et puis, pour la musique, il y a un détournement, en quelque sorte, n'est-ce pas? Parce que là, ça n'est plus une forme sans contenu, comme disait Schopenhauer, n'est-ce pas? Ça devient... une exaltation du contenu. Voilà. Et une exaltation de la puissance même, n'est-ce pas? Est-ce qu'on serait plus près de Nietzsche, là? C'est incontestable que Nietzsche a lu ça. Il l'a lu d'ailleurs. Ça a peut-être été écrit sous ses yeux, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est de Wagner, il n'y a aucun doute. Hein, oui, c'est de Wagner. Mais c'est du temps de leur amitié. Ah oui, bien sûr. Ah oui, absolument. Alors, je ne sais pas s'il l'a lu pendant que c'était composé, mais il l'a lu tout de suite après, n'est-ce pas? Donc, la volonté, n'est-ce pas, universelle, toute puissante. Vous voyez, on est tout près de Nietzsche, n'est-ce pas? Tout près, attribué à la musique. Et la musique est en même temps, elle est une idée consciente du monde. Enfin, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors que Schopenhauer, au contraire, essayait de montrer que la profondeur de la musique et que justement elle ne représentait rien du monde extérieur, aucune image, n'est-ce pas? Elle était simplement la pulsion interne du vouloir, la pulsion interne du vouloir métaphysique, c'était tout. Et qu'est-ce qui va se passer alors avec l'esthétique de Nietzsche, ses liens, son admiration pour Schopenhauer, ses liens avec Wagner? Lui, vous l'avez dit, Jean Lefranc, Nietzsche, il est musicien, il improvise au piano. Oui, il a Wagner, voulu il faire connaître son compositeur. Je pense qu'il aurait voulu être compositeur. Il aurait voulu être célèbre comme compositeur. C'est incontestable. Il avait écrit une Manfred symphonie, je crois, ça s'appelle. Il avait écrit cela et il l'avait envoyé à von Bülow, le premier mari de Cosima. Chef d'orchestre. Bon, le chef d'orchestre, qui jouait les œuvres de Wagner d'ailleurs. C'est assez étrange. D'ailleurs, les
rapports affectifs dans ce milieu sont assez curieux. Et Bülow, vous l'avez dit, d'ailleurs un peu brutalement, un peu de façon bougeante, mais pas, il lui a dit, mais ça vaut rien. C'était peut-être vrai, mais enfin, il lui a dit très brutalement. Et Nietzsche en a énormément souffert. Alors il a dit, c'est fini, je ne composerai plus jamais. En fait, il a encore tenté de composer. Il a toujours été fasciné. Quand on va dans sa maison à Sils-Maria, on voit toutes ces partitions là dans la montée d'escalier. On voit qu'il il a toujours voulu. Oui, c'est très curieux. Il a eu, très jeune, à Bâle, où il était professeur, il a eu en 71, 72, 2 échecs terribles, n'est-ce pas? D'une part, c'est que je viens d'évoquer, vous n'êtes pas un bon musicien, et tout de même, c'était une autorité, Fontenove, et il devait reconnaître que c'était vrai. Bon, il ne serait pas un compositeur. Et autre chose, en même temps, un peu avant, je crois, je ne suis pas très sûr, mais je crois que c'est un peu avant, il avait été candidat à une chaire de philosophie à Bâle, parce qu'il avait une chaire de philologie grecque. Et sa naissance à tragédie, qu'il a fait comme professeur de philologie, n'a eu aucun succès dans le milieu des philologues. Elle a eu du succès chez les philosophes, chez Wagner, chez les wagnériens, mais aucun. Alors, il s'est rendu compte que sa carrière, comme philologue, comme professeur de philologie grecque, était perdue. Donc, il se retourne vers la philosophie en disant, mais après tout, puisque on trouve que mon livre est intéressant, non pas dans l'histoire de la tragédie grecque, mais musicalement, alors je veux philosophiquement plutôt, je veux être professeur de philosophie. Et là, c'était l'échec. On lui a dit, mais vous n'avez aucune formation philosophique, c'était vrai. Il connaissait que une partie de la philosophie antique et Schopenhauer. C'est pas les autres philosophes. Alors quand même, c'était un peu gênant, n'est-ce pas? On lui a fait comprendre qu'on ne pouvait pas lui donner une chaire de philosophie. Il aurait pu être un spécialiste de philosophie antique, il l'aurait toute sa carrière. C'était pour lui vraiment désespérant. Je crois que on n'insiste peut-être pas assez sur ces 2 échecs. Je crois que c'est commandé toute la suite. C'est pas vraiment. Alors, il fallait qu'il cherche une voix qui lui soit propre. Voilà. Pas de musique, pas de. Il avait abandonné le professorat, ce qu'il a fait quelques années plus tard. N'est-ce pas, parce qu'il n'avait plus d'étudiants, n'est-ce pas, de philologie. Il faut bien s'en rendre de ça. C'était le désert, n'est-ce pas? Et une année, je crois, il n'y avait plus que 4, enfin, il n'y avait plus personne. Puisqu'on savait qu'avec lui, on ne pouvait pas faire une carrière de philologie. Personne ne faisait cette thèse avec lui. Alors, il devenait professeur de lycée. Voilà, n'est-ce pas? Alors, c'était pas possible. Alors, il s'est rendu compte que c'était bouché de ce côté-là. On lui refuse la chaire de philosophie, peut-être qu'il aurait pu l'avoir plus tard. Il était encore jeune, mais enfin, il a l'impression que par là, c'était fini aussi. Alors, que faire, n'est-ce pas? Devenir ce penseur original. Et il a abandonné sa chaire. Il faut dire que le canton de Bâle était fort aimable en lui fournissant une rente qui lui permet quand même de vivre, une retraite curieuse, parce qu'il avait essayé 2 ou 3 ans, et encore partiellement, il était toujours malade. Bon, alors, il a pu vivre comme ça, vivoter en somme, avec un petit héritage et puis cette petite pension, n'est-ce pas? Mais il devenait un penseur isolé. D'où ce thème de la solitude, toujours senti solitaire, complètement isolé, et il publie son œuvre. Il a quand même eu un certain succès assez vite. Il n'est pas correct de déduire le tragique d'une définition de l'art conçue ordinairement sous l'unique catégorie de l'apparence et de la beauté. C'est à partir de l'esprit de la musique que nous est compréhensible la joie de l'anéantissement de l'individu. Les exemples particuliers d'un tel anéantissement ne prennent de signification pour nous que par la manifestation éternelle de l'art dionysiaque. Cet art
qui porte à l'expression de la volonté dans toute sa puissance, pour ainsi dire, derrière le principe d'individuation, la vie éternelle, au-delà de tout phénomène et malgré tous les anéantissements. La joie métaphysique prise dans la tragédie est une traduction dans le langage de l'image de la sagesse dionysiaque instinctive et inconsciente. Le héros, le plus haut phénomène de la volonté, est nié pour notre plaisir parce qu'il est seulement phénomène et que la vie éternelle de la volonté n'est pas troublée par son anéantissement. Nous croyons à la vie éternelle, proclame la tragédie, pendant que la musique est l'idée immédiate de cette vie. Les arts plastiques ont un but tout différent. Ici, Apollon y surmonte les souffrances de l'individu par la glorification éclatante de l'éternité du phénomène. Ici, la beauté triomphe des souffrances inhérentes à la vie. La douleur, en un certain sens, disparaît des traits de la nature par un mensonge. Dans l'art dionysiaque et sa symbolique tragique, cette nature nous parle d'une voix véritable, non déguisée. Soyez comme je suis, moi, la mère originelle qui crée éternellement la succession des phénomènes, qui les contraint éternellement à l'existence, qui se satisfait éternellement de cette succession de phénomènes. Nietzsche, la naissance de la tragédie. C'est le premier livre dédié à Wagner. Oui. Naissance de la tragédie. Oui. On y trouve là alors les deux grands principes de l'esthétique, disons, de Nietzsche, Apollon et Dionysos, Jean Lefranc. Les forces artistes de la nature, dit-il. C'est très beau, n'est-ce pas? La nature est artiste. Voilà, n'est-ce pas? Les pulsions originelles, n'est-ce pas? C'est la nature qui est artiste. Alors là, ce texte qui vient d'être lu est extraordinairement complexe. Comme vous en doutez, parce que on voit très bien ce qui vient de Wagner, même des petits passages tout à l'heure, l'opposition, l'individu qui s'absorbe dans l'individu du côté d'Apollon. Voilà, oui, l'individu du côté d'Apollon, de Dionysos qui représente, etc. N'est-ce pas? Donc on voit très bien tout ce qui vient de Wagner, n'est-ce pas? Je dirais même beaucoup plus que de Schopenhauer, n'est-ce pas? Car je me demande, là, il n'y a plus grand-chose de Schopenhauer. À proprement dit. C'est un Schopenhauer vu par Wagner, n'est-ce pas? C'est très net. La naissance tragédie est écrite fin 71 et est publiée. Écoutez, elle est publiée en janvier 72, donc elle a été écrite fin 71. Et Wagner a publié son Beethoven en 70. Donc vous voyez, c'est presque simultané. Oui, et même la naissance tragédie est commencée avant, même que pendant que Schopenhauer écrit Beethoven. Donc je crois que c'est très net. Je dis ça parce que c'est les historiens de la philosophie se demandent toujours quand Nietzsche a rompu avec Schopenhauer, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de dire dès le début, il y a Wagner entre eux. Ouais. Voilà, et il y a Wagner entre deux. Ça me paraît tout à fait clair, n'est-ce pas? On le voit parfaitement bien dans les expressions. C'est d'ailleurs pas d'une cohérence complète, n'est-ce pas? Parce que il dit, n'est-ce pas, derrière le principe d'individuation, la vie éternelle, malgré tous les anéantissements. Mais qu'est-ce que c'est? C'est que cette joie métaphysique qui est au-delà de l'anéantissement. On pourrait se poser de multiples questions, n'est-ce pas, sur un texte de ce genre. Oui, il dit par exemple, je tiendrai mon regard fixé sur les deux divinités grecques de l'art, Apollon et Dionysos, en qui je reconnaîtrai les vivants représentants, à l'évidence, de deux mondes distincts de l'art, et distincts dans leur essence la plus profonde. Apollon, lui, se dresse à mes yeux comme le génie transfigurateur du principe d'individuation, par qui seul peut se produire la délivrance dans l'apparence, alors qu'à l'appel jeté par Dionysos dans la jubilation mystique, les frontières de l'individuation volent en éclat, frayant ainsi la voie qui mène jusqu'au maire de l'être, jusqu'au tréfonds le plus intime des choses. Et la musique est du côté de Dionysos. Voilà, exactement. Dionysos, c'est la musique, c'est l'esprit de la musique,
N'est-ce pas que, faut pas oublier le titre, hein, le titre de la naissance de la tragédie, c'est la naissance de la tragédie issue de l'esprit né de l'esprit de la musique. Or, l'esprit de la musique, c'est Dionysos, n'est-ce pas? Et Apollon, c'est la belle apparence, c'est-à-dire que c'est les arts, n'est-ce pas? C'est par exemple la poésie, c'est l'art du langage, c'est l'art du concept, les arts qui supposent des définitions et qui enveloppent les images des choses. C'est l'image, n'est-ce pas? Et seulement, c'est quand même pas, je veux dire, ce texte est très riche et en même temps très confus. Parce qu'il parle d'idées. Alors, ça va très bien, n'est-ce pas? Et la musique, c'est l'idée. Là, il y a quelque chose, et ça vient de Wagner. Wagner avait dit, la musique, c'est l'idée universelle. Alors, il veut se rapprocher de l'espace. Au fond, Apollon, c'est le phénomène, et Dionysos, c'est, le vouloir, n'est-ce pas? Alors, ça correspond au fameux titre de Schopenhauer, n'est-ce pas, le monde comme représentation et comme volonté. La représentation, c'est Apollon, c'est le dieu d'image, n'est-ce pas? Et Dionysos, c'est le dieu du vouloir primitif. Voilà. Seulement, on voit tout ce qu'il y a entre Schopenhauer et Nietzsche, n'est-ce pas? Il y a Wagner. Et ce qui est même extraordinaire, c'est la répétition du mot joie dans tout cela. N'est-ce pas? C'est ça, la joie du côté de Dionysos, n'est-ce pas? Donc, cet anéantissement est en même temps une affirmation. Là, nous sommes assez loin de Schopenhauer, n'est-ce pas? Même très loin. Je voudrais vous poser une question, Jean Lefranc, parce que dans tous ces textes, on entend le mot beauté. Est-ce qu'il y a une différence dans la beauté selon Schopenhauer, dans la beauté selon Wagner et la beauté selon Nietzsche? Puisqu'ils sont dans l'affiliation, dans l'opposition un peu, mais bon, puisqu'il y a un fil entre eux. Oui, d'une certaine manière, c'est bien la même beauté, n'est-ce pas? C'est bien la même beauté, car c'est-à-dire ce qui est au-delà de ce que le concept a d'utilitaire, n'est-ce pas? De ce que le concept a de soumis aux nécessités de la vie courante. N'est-ce pas? Donc, de ce point de vue-là, l'éclat du beau, n'est-ce pas, qui est atteint dans la contemplation, n'est-ce pas, d'un tableau, de la contemplation auditive, aussi de la musique, c'est bien cette même beauté qu'on va trouver là, ici chez Nietzsche. Donc, d'une certaine manière, c'est la même beauté. Voilà. D'un autre côté, il faut faire très attention, parce que il y a une opposition qui remonte d'ailleurs à Kant et qui est reprise par Schopenhauer entre le beau et le sublime. Ah oui. Alors, ou bien on parle de la beauté, sans différencier, en somme, n'est-ce pas? Ou bien on reprend l'opposition beau-sublime. Opposition qui n'est apparue d'ailleurs vraiment qu'au XIXe siècle, enfin, qu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, n'est-ce pas? C'est Burke, Réflexion sur le beau et le sublime, n'est-ce pas? Qui a été repris par Kant, n'est-ce pas? Repris par Schopenhauer, et là, on la retrouve, parce que Dionysos, c'est plutôt le sublime, n'est-ce pas? Et Apollon, c'est plutôt le beau, dans ce qu'il a de symétrique, de régulier, etc. C'est beaucoup plus difficile, parce que il y a une musique apollinienne. Et Nietzsche est bien forcé d'en parler. Donc, vous voyez, les choses sont d'une extrême complexité dans ce livre.
Ne me quitte pas. Cette musique me semble parfaite. Elle avance avec légèreté, souplesse, avec courtoisie. Elle est aimable. Elle ne transpire pas. Ce qui est bon est léger. Tout ce qui est divin court sur des pieds délicats. Premier principe de mon esthétique. Cette musique est méchante, raffinée, fataliste. Elle reste cependant populaire. Elle a le raffinement d'une race, non d'un individu. Elle est riche. Elle est précise. Elle construit. Elle s'achève. Aussi, elle fait le contraire du polype musical de la mélodie continue. A-t-on entendu accent tragique plus douloureux sur une scène? Et comment sont-ils atteints? Sans grimace, sans fausse monnaie, sans la tromperie du grand style. Concluons. Cette musique prend l'auditeur pour intelligent, même pour musicien, et ainsi, elle est à l'opposé de Wagner. Nietzsche, le cas Wagner. Le salut de mon âme, je l'aurais perdu pour que toi, pour que tu t'en ailles, infâme, entre ses bras, rire de moi. Dans par le sang, tu n'iras pas, Carmen, c'est moi que tu suivras. Et voilà, Nietzsche va voir Carmen et il dit « Chaque fois que j'ai entendu Carmen, je me suis senti davantage philosophe, meilleur philosophe que jamais nulle part ailleurs. J'étais devenu si indulgent, si heureux, si hindou, si sédentaire. » Voilà, et puis rester assis 5 heures durant, première étape vers la sainteté. Oserais-je dire que la sonorité de l'orchestre de Bizet est à peu près la seule que je supporte encore. L'autre sonorité d'orchestre qui tient aujourd'hui le haut du pavé, celle de Wagner, tout à la fois brutale, artificielle et pure, et ainsi parle aux 3 sens de l'âme moderne à la fois, comme elle est pour moi maléfique. Cette sonorité wagnérienne de l'orchestre, je l'appelle sirocco. Et voilà, la rupture est consommée. Nietzsche fait le choix du Carmen de Bizet et il décrit son évolution intellectuelle dans le fond comme une séparation, un arrachement du wagnérisme. Hein. Et à travers lui, à l'arrachement à Schopenhauer aussi. Oui, bien sûr, bien entendu. Et au romantisme. Oui, oui, bien sûr, et au romantisme. Et il retrouve le classicisme. Il retrouve Beethoven, mais un autre Beethoven. Entendu autrement. Il retrouve Mozart, par exemple. Oui. Il écrit de très jolies choses sur Mozart, n'est-ce pas? Le chant du cygne du XVIIIe siècle. Et, bon, eh bien, il retrouve tout cela. Alors, quelle rupture avec tout à l'heure, n'est-ce pas? Là, ce qui apparaît très clairement, n'est-ce pas? Il a une phrase dans le cas Wagner, c'est tiré du cas Wagner. Oui. Le cas Wagner, c'est un petit livre qu'il a publié quelques mois avant son effondrement moral. J'ai relevé et tout le début, le paragraphe 1 est extraordinaire. Le vieil enchanteur, quel malin serpent à sonnette, son opéra est l'opéra du salut. Wagner fait écho pour l'idée chrétienne, croire à une nécessité est une obligation. Wagner a rendu la musique malade, c'est un décadent typique. Exact. Wagner est une névrose. Absolument. Une calamité pour la musique et aussi pour les femmes, hein, il va le dire. C'est une voilà. Il y en a. Ah non, mais et je crois que on a tort parfois on le présente comme une sorte de pamphlet violent oui. Et en somme qui n'aurait qu'une valeur purement personnelle. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Car ce qui est dénoncé ici, d'abord c'est tout le romantisme. Ouais. Tout le romantisme est dénoncé. Nietzsche va revenir à un classicisme. Alors, un classicisme complètement renouvelé. Il faut quitter le mysticisme confus. Voilà. Et puis, Wagner, et puis surtout, c'est l'histrion, Wagner. C'est la théâtralité. Oui, c'est ce qu'il dit. Voyez, n'est-ce pas? Et la musique ne suffit pas. Il le compare à Victor Hugo, quelque part. Il faut, vous savez, lorsque les actes sont annoncés à Bayreuth, n'est-ce pas, par le son des trompettes, encore maintenant.
N'est-ce pas? Tout ça, c'est odieux. Il est allé à Bayreuth, il a vu les premières. Il est revenu furieux. Alors il dit rien n'est meilleur. Ce qui renverse surtout, c'est la passion. Rien n'est meilleur marché que la passion. Mais on en a dans Bizet, dans Carmen, on en a de la passion. Oui, mais alors, voyez comme il le dit ici, c'est la passion qui se développe. Regardez, un ton accent tragique ou douloureux sur une scène, sans grimace, sans fausse monnaie, sans la tromperie du grand style. Voilà, c'est comme il le dit d'ailleurs il y a le mot dans le machin. Wagner, c'est le colossal. Voilà, et Bizet, c'est autre chose. C'est la musique légère, comme l'était le Don Juan de Wagner et le Don Juan de Mozart. Il dit, ce qui nous manque chez Wagner, c'est le gai savoir, les pieds légers, l'esprit, le feu, la grâce, la grande logique, la danse des étoiles, l'insolence intellectuelle, le scintillement de la lumière du midi, la mer lisse, la perfection. Tout ce qui nous manque. Mais dis donc, il dit, Wagner ne nous donne pas assez à nous mettre sous la dent. Son récitatif, c'est guerre de viande, une flopée d'os et énormément de bouillon à la genovese. Oui, mais alors, écoutez, il y a une allusion là. Je dis au passage, Wagner était végétarien. Alors, vous voyez, là, il y a une petite méchanceté. Il lui manque de la chair. Il dit qu'il y a beaucoup d'eau, oui. À la genovese, c'est avec beaucoup d'eau. Et puis, il dit, Wagner, à la limite, son leitmotiv, il peut servir de cure-dent à l'occasion pour se débarrasser des restes de repas. C'est d'une férocité, quand même. Nietzsche est capable. Oui, alors là, c'est personnel. Là, il s'arrache. Mais attention. Il le dit d'ailleurs au début de la préface du cas Wagner. Il s'arrache à lui-même. À ma propre maladie. Le wagnérisme, c'était sa maladie d'abord, n'est-ce pas? Il s'arrachait progressivement, et alors à la fin, il s'arrache complètement. Mais je crois que tout de même, il faut bien voir, il dit, il faut méditerraniser la musique. La musique du Sud, le Sud en musique. Et il va jusqu'à dire, n'est-ce pas, là, j'ai passé sous les que Wagner n'a rien compris à l'amour, il dit. Voilà, c'est ça. Non, il n'a pas, n'est-ce pas, la véritable passion, n'est-ce pas, qui est la passion de Carmen, la passion simple, directe, etc., n'est-ce pas, sans rédemption par l'amour. Il dit, à la fin de Carmen, par exemple, une pareille conception de l'amour, la seule qui soit digne d'un philosophe est rare. La seule d'un philosophe. Justement parce qu'il n'y a pas d'idéalisation de l'amour par une espèce de religiosité dans l'attente d'une sorte de rédemption. Rien de tout ça, n'est-ce pas? Il faut c'est la passion pure et simple. Pour Nietzsche, il faut que la musique soit plus basanée, plus allée, plus méridionale. Oui, il faut méditerraniser, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, à la fin de sa vie, il dira. Alors c'est contre le nationalisme, contre le germanisme, en faveur de Paris, n'est-ce pas? Et c'est très curieux, il n'est jamais venu à Paris. Wagner était à Paris, et il a détesté, mais parce qu'il n'a pas eu de succès. Seul Baudelaire avait compris, n'est-ce pas? Avait fait son éloge. Mais Nietzsche n'est jamais venu à Paris, c'est étrange. Il a toujours été attiré par Paris, n'est-ce pas? Parce que Paris, c'est la synthèse du Sud et du Nord. Voyez, il le dit, un passage, je ne vais pas le citer exactement, mais il le dit, c'est la synthèse du Nord et du Sud, n'est-ce pas? Et il faut méditerraniser la musique, n'est-ce pas? Il faut ce ciel clair, dans lequel lui vivait, aimait vivre, n'est-ce pas? Et il vit à Sorrente, il vit à Naples, et il vit à Nice, enfin voilà, c'est ça. Il aime personnellement, c'est ça. Sa maladie fait qu'il se trouve ici, ou alors le ciel clair de Langadine, n'est-ce pas? Mais de toutes les façons, il faut métalliser la musique, et ce qui est important, je voudrais, pour finir, insister un peu là-dessus, ce qui est important, c'est qu'il lie ça à la philosophie, finalement, n'est-ce pas? Le grand style, il y a deux grands styles, n'est-ce pas? Les mots chez Nietzsche sont très difficiles parce que, quand on lit Nietzsche, ils ont souvent deux valorisations opposées. Et je vois le grand style, c'est très net. Le grand style de Wagner, c'est la musique boum boum. Je m'excuse, c'est Nietzsche, la musique boum boum. N'est-ce pas? C'est ça. C'est la théâtralité, c'est le colossal, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, il finit par détester. N'est-ce pas? Alors que, comme vous l'avez cité, n'est-ce pas, c'est la légèreté, c'est la danse qui rend la sonorité, le sens authentique du tragique n'est pas dans le grandiose. Il est dans, justement, les vérités qui marchent à pas de colombe, comme il dira aussi.
Je restais debout sur le pont, naguère dans la nuit brune, lorsque survint un chant lointain. Et fuyait en tremblant sur l'eau, gondole, lumière, musique. Pour mon âme, une lyre évoque, touchée par d'invisibles doigts, un chant secret de gondolier, tremblant de félicité neuve. Quelqu'un alors l'écoutait-il? Nietzsche, Venise. Cette musique correspond exactement à ce qu'au passage j'avais lu du Beethoven de Wagner. Bien oui, entendu. Exactement. C'est la description de Venise, le chant de gondolier. Si je puis dire, le retournement complet, c'est autre chose. Parce que là, c'est la légèreté, oui. N'est-ce pas? C'est plus la profondeur, c'est la légèreté. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? J'ai essayé de traduire comme je pouvais cette espèce de petit poème, n'est-ce pas? De Nietzsche sur Venise. Sur Venise, qui est dans le texte allemand est proprement admirable. Ce n'est plus qu'un chant, ce n'est plus qu'une musique, justement. C'est vraiment la musique. Il dit, lorsque je pense au mot musique, eh bien, quand je pense à la musique, je pense à Venise. Voilà. Et Venise, c'est ça. Voilà. Donc, on voit très bien à la fois l'opposition, le thème de la légèreté, n'est-ce pas? Les fontaines de Rome. En tremblant sur les fontaines de Rome aussi. Ah, les fontaines de Rome. Il y a un admirable poème, on ne peut que conseiller la lecture, sur les fontaines de Rome dans Zarathustra, n'est-ce pas? Qui était extraordinaire, n'est-ce pas? Où il est là devant la fontaine du Triton sur la place, la nuit, il était dans un hôtel. C'est la nuit sur la place Barberini, n'est-ce pas? Et la fontaine qui existe toujours, d'ailleurs, c'est une admirable sculpture, une prodigieuse sculpture de Bernin. On voit un triton sur qui s'élance en gonflant sa poitrine, et il souffle dans une conque, et dans la conque s'échappe de l'eau, n'est-ce pas? C'est une sculpture extraordinaire. Et il entend ça dans la nuit, n'est-ce pas? Et il écrit ce poème extraordinaire de la solitude et en même temps tout ce que nous venons de dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire de la pulsion, de la vie, de la montée de puissance qui jaillit, n'est-ce pas? Ce jaillissement vital, n'est-ce pas? Qui lui apparaît dans la nuit. Il s'identifie. Faudrait pouvoir lire ce poème. Je crois que nous n'avons malheureusement pas le temps. Ce poème qui est aussi très difficile à traduire et où la philosophie s'identifie à la musique, où l'esprit de la musique devient la philosophie même. Alors ce n'est plus la philosophie sur la musique, n'est-ce pas? C'est l'esprit de la musique qui anime la philosophie. La musique, la philosophie est tout entière commandée par l'esprit de la musique. Alors là, ça se retourne complètement. Il faudrait pouvoir développer ça, lire ces très beaux poèmes de Nietzsche, même en traduction, quand il parle des fontaines, la fontaine jaillissante, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'empêcher d'y penser chaque fois que je passe à Rome, hélas. Et on est loin Maintenant, on n'entend plus la fontaine parce qu'il y a le bruit des voitures. Et il dit, alors, si on revient à Wagner, il dit, justement, il y a chez Wagner les trois grands stimulants des épuisés. Vous parliez de Nietzsche comme, justement, une philosophie, là, de la vitalité, de l'énergie. Et là, lui disait, chez Wagner, on a la brutalité, l'artificiel et l'innocence, c'est-à-dire l'idiotie. Oui, l'idiotie, oui. Oui, l'innocence au sens de... Wagner, une calamité pour la musique. Voilà. Et pourtant, quand on entend quand même l'ouverture de Tristan, on voit bien qu'il y a une querelle tout à fait personnelle. Non, mais la querelle, si je puis dire, elle est philosophique, n'est-ce pas? Voilà, ici. Ce qu'il faudrait distinguer, vous voyez, je crois ce qu'il faut distinguer, quand on parle de ça, il faudrait distinguer deux choses. D'une part, la conception de la musique et son aboutissement, n'est-ce pas, dans l'œuvre que nous entendons. Et puis d'autre part, la théorie
éthique, philosophique, nationaliste, etc., qui est véhiculée tant bien que mal par cette musique. Et c'est ça la différence, n'est-ce pas? C'est très net. On ne pas la philosophie de la musique. Donc, est-ce que la musique doit servir à véhiculer, comme ça se passe chez Wagner, des idéologies? Et c'est ça, au fond, n'est-ce pas? Cette théâtralité, voilà, cette façon d'amplifier le nationalisme germanique, etc. Et puis, d'autre part, le sens même, la conception même qu'on peut se faire de la musique et de sa signification comme musique, et non pas comme véhiculant une idéologie. Je crois que si on faisait cette distinction, on résoudrait peut-être les questions que vous posez. Vous voyez, bien entendu, la question de refuser la grandeur wagnérienne. D'ailleurs, vous savez, Nietzsche savait bien que Wagner était un grand génie. Il le savait. Mais ce qui l'horrifiait, c'est tout ce qui était véhiculé. Au fond, ce qui l'horrifiait, c'est pas Wagner, c'était le wagnérisme. Voilà, n'est-ce pas? C'est ça, c'est tout ce que l'idéologie qui était véhiculée par tout ça. L'idéologie et pas la philosophie. Et il pensait, lui, dans Bizet, il y avait un sens du tragique, n'est-ce pas, qui allait très au-delà de toutes ces idéologies. Merci beaucoup, Jean Lefranc. À lire Comprendre Schopenhauer et le nouveau vocabulaire de la philosophie chez Armand Collin, dont vous êtes l'auteur avec Louis-Marie Morpho, et Comprendre Nietzsche aussi chez Armand Collin de Jean Lefranc. Et puis Nietzsche, le cas Wagner, le crépuscule des idoles chez Garnier Flammarion. Les textes étaient lus par Didier Brice et Myriam Fréré. La vie comme elle va, Christian Thibaudeau, Fanny Richet, Véronique Villa, Francesca Piolo. Si vous voulez plus d'informations, réécoutez cette émission, nous écrire, franceculture.com, puis émission, puis La vie comme elle va. Ou bien un petit mot, 116 avenue Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16.